Jakarta fait face à un gros problème de subsidence. Subsidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfoncement dans le sol, peu à peu. Et cet enfoncement se traduit par des inondations donc, récurrentes. Aujourd'hui, on estime que le niveau de subsidence atteint plus de 5 cm, voire même 20 cm par an. Si vous allez dans certains quartiers, encore une fois, assez près de la mer quand même, vous verrez qu'il y a des infrastructures qui ont déjà été abandonnées par leurs habitants, puisqu'en fait, j'ai parlé de subsidence, mais il faut avoir à l'esprit aussi que finalement, ce phénomène de subsidence se conjugue avec la hausse du niveau de la mer, qui est de 3 à 4 mm par an, et donc le tout cumulé explique que cette ville, oui, s'enfonce à une vitesse assez rapide. Demain, à quoi ressembleront les villes? Sont-elles vouées à durer des siècles ou disparaîtront-elles dans quelques décennies, submergées par les eaux? Je suis Virginie Lepetit et vous écoutez 6 pieds sur terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre. En ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Pour ce 4e épisode de notre série consacrée aux villes de demain, nous partons en Indonésie, et plus précisément dans la capitale, Jakarta, une gigantesque mégalopole de 35 millions d'habitants, très densément peuplée. Notre guide, Christine Cabassé. Cette géographe est directrice adjointe de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Elle nous explique pourquoi et comment Jakarta s'enfonce peu à peu sous l'eau. En fait, il y a une étude récente de l'Agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation qui a annoncé il y a peu que sans mesures drastiques, environ 25% de la capitale serait submergée en 2050. Et donc, c'est ces menaces très concrètes qui expliquent que le président, donc Joko Widodo, a pris la décision en 2019 de déplacer la capitale politique et administrative à Kalimantan, sur l'île de Bornéo. Alors attention, il ne s'agit pas, évidemment, les 30 millions ou 35 millions de personnes ne vont pas aller à Kalimantan, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de déplacer déjà la capitale politique et administrative, c'est-à-dire avec probablement 2 millions, on estime, en tout cas 2 millions de fonctionnaires qui pourraient s'installer dans cette nouvelle capitale. Mais Jakarta étant une grande ville, je l'ai dit, avec un tissu économique très important. Je veux dire, il y a beaucoup d'industries, de bureaux, de sièges de sociétés, d'universités, etc. Pour un horizon sans doute assez long, évidemment, il ne va pas être possible de demander aux gens de se déplacer. Il faut garder à l'esprit aussi que finalement, une partie de la ville déjà est située sous le niveau de la mer. Donc c'est quand même une fragilité en plus. L'Indonésie, dans son ensemble, fait face à de nombreux défis environnementaux. Alors on sait aussi que l'île de Java, par exemple, fait partie des îles sur lesquelles il y a pléthore de volcans. On compte plus de 100 volcans en activité sur le territoire indonésien. Mais l'une des menaces finalement les plus prégnantes encore pour Jakarta spécialement, c'est son climat que l'on classe comme tropical humide. La pluviométrie donc de l'ouest de Java est de plus de 3000 mm par an. Ces pluies donnent lieu donc régulièrement à des inondations. L'archipel fait aussi face à de hauts niveaux de pollution. Et Jakarta, là aussi, est emblématique de ce problème, avec un gros trafic routier quasiment en permanence, des embouteillages en permanence, des industries qui sont encore quand même beaucoup polluantes, et puis une grosse production énergétique, bien sûr, alors pétrolière, de gaz, mais aussi beaucoup de charbon. C'est l'un donc des gros producteurs de charbon dans le monde. Et en fait, il y a un très mauvais indice de qualité de l'air à Jakarta qui ne cesse finalement d'empirer. Jakarta cumule les problèmes, mais la subsidence est l'un des plus saillants et des plus visibles.
Peut-on lutter contre ce phénomène ? L'enjeu, c'est de pouvoir freiner en fait ces problèmes et les causes finalement de ces problèmes. Par comparaison, Bangkok, puisque Bangkok où je suis eh bien, connaît le même problème que Jakarta, avec les mêmes problèmes de subsidence, de hausse du niveau de la mer, etc. Eh bien, Bangkok passe depuis quelques années pour être une success story en ayant réussi à limiter cette subsidence à peu près, à moins de 1 centimètre par an. Et en fait, ils ont réussi ça en limitant et en réduisant, mais de façon drastique, les pompages. Car ce phénomène de subsidence est provoqué, alors c'est un phénomène naturel, je veux dire, vous avez une côte meuble, sableuse, et bien donc il y a un phénomène naturel qui explique que certains sols s'enfoncent. Mais par contre, c'est accéléré par d'autres facteurs qui sont l'extrême développement urbain et les pompages. Les pompages dans le sol, dans les nappes phréatiques, pour bénéficier de l'eau. Et ça, c'est vraiment le premier moyen qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir limiter, freiner la subsidence. À Jakarta, théoriquement, les pompages sont interdits maintenant. Mais ça n'est pas respecté, il n'y a pas forcément des contrôles. Et surtout, là, le gros problème, c'est que la municipalité de Jakarta n'est pas en mesure, techniquement, d'approvisionner la population de Jakarta en eau potable sans que ceux-ci n'utilisent l'eau des nappes phréatiques. Comme Jakarta, d'autres grandes villes s'enfoncent déjà sous la mer, Bangkok notamment, mais aussi Pékin ou Dhaka. Aux Pays-Bas, c'est quasiment la moitié du pays qui pourrait être submergé d'ici à 2050. Partout, les eaux montent, de plus de 3 mm en moyenne chaque année. Et la population mondiale, elle, est massée en majorité sur les littoraux et dans les villes. La subsidence va concerner de plus en plus de monde. Donc l'idée serait aussi, peu à peu, quand même, de reculer les grandes infrastructures, de les reculer par rapport à la ligne de côte et sans doute interdire ou limiter les grands projets urbains, les grandes tours d'habitation, les grands shopping malls, les grandes infrastructures routières. Eh bien, il faudrait les limiter maintenant, voire les réduire, pour ne pas dire les interdire, lorsqu'ils sont si proches finalement du trait de côte. Voilà. Et puis d'autres moyens, alors là, auxquels à peu près toutes les villes côtières ont recours, eh bien, il s'agit de gros aménagements hydrauliques, les digues, les canaux, les polders. Et à Jakarta, depuis 2011, est en cours un grand projet de construction d'un gigantesque mur de plus de 46 km dans la mer. Ce n'est pas un mur sur la plage ou sur le sable, etc. C'est vraiment dans la mer, au large finalement, de façon à faire une enceinte autour de la baie de Jakarta. Et l'idée, c'est de faire de l'eau qui va se trouver prise entre le trait de côte et ce grand mur, d'en faire une sorte de lac dont on pourra mesurer le niveau avec un système de pompage, en rejetant, dès que le niveau monte trop, en rejetant à l'extérieur de l'enceinte l'eau. En fait, l'Indonésie, sur ce projet, travaille depuis longtemps, donc depuis 2011, avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, comme vous le savez, ont quand même une grande expérience dans le domaine hydraulique, puisque eux-mêmes sont constitués de zones extrêmement basses, parfois sous le niveau de la mer aussi, et ils travaillent aussi sur ces idées finalement d'enceintes, alors qu'il y en a déjà beaucoup, mais de rajouter des enceintes pour finalement se protéger, se prémunir de hausse du niveau de la mer à échelle, en tout cas au moins 80 ans, etc. Mais alors, il y a une autre possibilité, et ça va ensemble si vous voulez, c'est d'essayer d'adapter aussi au maximum les infrastructures et de les adapter au milieu aquatique. Et là aussi, les Pays-Bas travaillent là-dessus avec des usines flottantes, par exemple, des maisons sur pilotis ou flottantes, etc. Voilà. Dans un certain nombre de pays, et là encore, pas que l'Indonésie et pas qu'à Jakarta,
la grande question pour plein de gens aujourd'hui, déjà aujourd'hui, c'est de rester ou de partir. C'est un vrai dilemme parce que, évidemment, plus on est l'objet d'inondations, voire de submersions plus ou moins régulières, voire permanentes, et moins ça devient tenable de rester en place. Pour l'instant, quand même, les études qui sont menées avec les populations qui sont dans ce cas-là montrent qu'au maximum, les populations préfèrent s'adapter au milieu et aux aléas hydrométéorologiques, et donc aux aléas inondations, par exemple, plutôt que de partir. Jakarta a vraiment intérêt, là, à mettre en place toutes ces actions possibles en même temps pour essayer de limiter ces phénomènes. Vous venez d'écouter 6 pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre podcast avec le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano.